Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format pour parler de démarches de design et de pratiques collaboratives, bref, de co-design. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va un peu parler de tout ce qui fait des ponts entre le monde de la facilitation, de l'intelligence collective d'un côté, et le monde du design de l'autre, euh, avec pour but soit des gens qui s'intéressent à l'un, à l'autre, de vous enrichir un peu mutuellement des deux approches, puisque moi je me situe un peu souvent entre les deux, et puis pour des gens que ces sujets-là intéressent, bienvenue également. Cette vidéo et cette présentation, elle est issue d'un petit meet-up qu'on a fait à Nantes avec Flupa, qui est une asso pour la promotion du design. Et donc, que j'ai eu l'occasion en présentiel de porter, mais je me suis dit que ça vaudrait le coup de vous partager aussi ce que j'ai là-dessus, ici. Voilà, donc en première partie, effectivement, on parlera de co-design, de quelques éléments théoriques, ça sera assez court, mais l'idée après, c'est vraiment de développer tout ça à travers l'expérience Muséomix, qui est un événement associatif auquel je participe depuis de nombreuses années, qui vient mêler tout ça. On aura l'occasion d'en parler en détail après. Et puis après, je vous partagerai aussi des apprentissages, des réflexions pour nos différents milieux, du design, de la facilitation, et pour voir aussi comment on peut intégrer tout ça dans nos réflexions, nos pratiques collectives. Bien entendu, pour l'apéro, ça ne sera pas forcément possible, mais par contre, très preneur de vos questions, échanges, etc., par les différents réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo. Le co-design, pourquoi je parle de ce sujet-là? Moi, déjà, peut-être pour me présenter, j'ai un peu 2 casquettes, sur cette présentation. D'un côté, je suis membre effectivement, d'une association qui s'appelle Muséomix depuis 2016, où on vient remixer les musées. On vient emmener des gens qui connaissent rien à un musée, le vendredi, souvent en novembre, et le dimanche, ils ont conçu ensemble une installation dans un musée. Voilà, et donc je viens de ce milieu-là, de la facilitation, et j'aime bien le terrain de jeu des musées. De l'autre côté, j'ai aussi une petite agence où on est deux, avec Alexandre Duhart, qui s'appelle Feedback, voilà, où on va plus être autour d'une expertise en gamification, construire des stratégies d'engagement. On va utiliser des outils et des méthodes du design. Et on va le faire aussi en utilisant du co-design et de l'intelligence collective. Mais voilà, donc ces deux mondes-là, finalement, se rejoignent aussi un peu dans ma présentation. Pourquoi parler de muséomix, de co-design? En fait, on parle de plus en plus de design collaboratif, mais au-delà de l'injonction de dire, il faut designer ensemble avec tous les métiers, avec tous les publics, c'est pas forcément évident, qu'on soit designer ou pas, d'embarquer les gens, de le faire bien, de le faire avec les bons formats. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce partage, c'est qu'avec Muséomix, on a une expérience concrète, répétée, où il se passe pas mal de choses et où on conçoit à chaque fois, ensemble, avec les bons outils. Cela fera écho aussi à des pratiques que moi j'aime bien dans ma pratique professionnelle autour du sprint et du design sprint en particulier, un format qui a été créé, popularisé entre autres par Jack Knapp côté Google, voilà, avec un bon bouquin en français aussi par Pauline Thomas, et qui est une méthodo qui vient en créer sur 4-5 jours une pratique de design pour concevoir un produit ou un service. Donc il y aura des similitudes, mais on va plutôt parler de l'exemple Muséomix, mais en tout cas, ceux qui connaissent bien le sujet s'y retrouveront également. Sans plus attendre, j'avais envie d'y aller à c'est quoi Muséomix? Vous donner le concept, quelques exemples. Un des premiers Muséomix au Musée des Arts Décoratifs, c'était en 2011, avec un premier mot d'ordre qui était quand même aussi pas mal. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces nouvelles pratiques numériques et comment on les fait infuser dans les musées? Le concept du Muséomix, il est relativement simple. On va prendre un musée qui est volontaire, qui candidate, une communauté, souvent fédérée sous forme d'association. On va avoir des associations locales à plusieurs endroits en France et dans le monde. 3 jours, souvent autour d'un week-end en novembre. Cette année, en 2023, ça va être le 10, 11, 12 novembre. Et un process, globalement, la méthode sur les 3 jours, dans les grandes lignes, elle se retrouve avec un certain nombre de points communs sur la façon d'organiser, de simultanéiser tout ça. Voilà, sur les communautés régionales, effectivement, on a une douzaine de communautés régionales. Aujourd'hui, la liste bouge toujours un peu, alors qui ont été actives, qui sont actives maintenant, qui ont organisé des musées mixtes à différents moments. Mais donc voilà, on a aussi des communautés à l'international. Alors hop, voilà, on en a eu sur quasiment tous les continents. Il reste l'Australie, où il faudrait aller sinon. Mais globalement, sinon, il y a eu
Il y a eu des muséomix un peu partout, souvent par essaimage de gens qui ont testé un endroit et qui ont eu envie de l'apporter ailleurs, ou par des gens qui ont vu de loin et qui ont eu envie de se lancer. Voilà, mais aussi avec un soutien entre les communautés. Et sur le concept, du coup, globalement, on est sur quelque chose de relativement simple dans les grandes lignes. À chaque fois, on a une visite du musée, on s'inspire, on pose des questions, on a souvent accès à des moments privilégiés avec le personnel, avec les médiateurs. Ensuite, on a une phase de convergence et prototypage, où là, les équipes vont triturer qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment. Alors après, effectivement, une phase de brainstorming, de choix des idées. Ensuite, vraiment, ils vont réfléchir qu'est-ce qu'on a envie de proposer comme expérience aux visiteurs ce dimanche. Et ils vont commencer à réunir, discuter avec des experts, réfléchir, mettre leurs compétences en commun pour prototyper quelque chose. Et le dimanche à 16 heures, effectivement, ils restituent, ils font tester leur propre prototype à chacun. La composition des équipes, on va avoir des équipes qui sont recrutées, qui sont volontaires pour participer avec, différentes casquettes. Le graphiste qui va être plus sur des alors c'est pas des métiers, c'est plus on essaie de recruter une diversité et de leur dire quel est le rôle que tu as envie de jouer dans l'équipe. Donc le graphiste va être plus autour des éléments visuels, le communicant plus sur la documentation et ce qu'on va raconter autour du proto, le médiateur sur la relation entre l'installation et le public, donc ça peut être des designers, ça peut être des médiateurs culturels ou scientifiques. Les profils sont assez variés. Fabricant, bah, il va rendre concret et matériel l'expérience. Le développeur, potentiellement, va ajouter des éléments électroniques ou interactifs. Et l'expert ou l'experte des contenus vont être là pour aller creuser la véracité de ce qu'on met dedans, aller alimenter vraiment la densité de ce qu'on met dans le prototype. Et vous allez me dire, il reste un rôle, c'est un rôle qui est dans l'équipe, pas complètement, mais qui est le rôle de facilitateur ou de facilitatrice, que j'ai souvent endossé d'ailleurs dans Muséomix, qui va être attaché à l'équipe, mais aussi à l'organisation et qui va venir les aider à structurer l'intelligence collective, bien avancer ensemble, avoir la bonne dynamique. Voilà, amener des outils pour l'idéation, pour converger, pour faire plein de choses. Voilà, et puis être le lien à l'orga et que tout se passe bien aussi, les chouchouter pour que ça se passe au mieux et que ça soit une bonne expérience. Sans plus attendre, j'avais envie de rentrer dans un exemple de muséomix que j'ai vécu. Donc moi, c'était ce muséomix à la Villa Rouannec, du coup en 2018, à Saint-Brieuc, qui est une villa qui est entre le port et la nouvelle ville de Saint-Brieuc. Qui a eu plein d'histoires, qui était une école pour femmes, qui était une résidence d'artistes, qui a servi à plein de choses, qui est en lien avec, le musée de Saint-Brieuc, qui a ramené pas mal d'éléments justement pour, nous donner du contenu à traiter, sur cette édition-là aussi, sur la vie de cette villa et donc on est venu avec, un grand mot d'ordre qui était, comment on donne vie à la villa, comment on accueille les visiteurs dimanche. Voilà, on a réfléchi autour de tout ça. Et donc moi, j'ai accompagné un groupe en particulier, du coup, qui s'appelait, les Panora Remix, si je me rappelle bien du prénom. Vous allez vite voir le lien à ce qu'ils ont fait. Ils ont été marqués, entre autres, parce qu'on a eu la chance d'aller sur le toit de la villa qui, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible, enfin, en tout cas, pas souvent possible aux visiteurs. D'ailleurs, le lieu est pas ouvert au public tout le temps, en tout cas, à l'époque de Muséomix. Et donc ils ont été marqués par ce lien au territoire, le fait qu'elle s'inscrit, dans un panorama où il y a des paysages, où il se passe pas mal de choses et cetera. Donc on a eu une première journée, on a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire, on s'est attribué aussi une pièce, ça aura son importance plus tard pour travailler dans la villa et le groupe s'est réuni autour de, voilà, de ce thème, un peu global et flou de panorama, des idées de ponts, de passerelles, de liaisons, patrimoine, paysage et des idées de relier, de reconnecter. Et donc le premier jour, le but, c'est de dérouler sur une première intention. Et leur première intention, ça a été de dire: «On a envie de faire un espèce de périscope», en tout cas quelque chose qui, quand on est dans la villa, nous donne la vue de tout ce qui se passe autour, au-dessus, à côté. Voilà. Bien entendu, il restait 2 jours et les choses allaient un petit peu bouger. Le deuxième jour, en fait, en creusant l'intention, on tombe sur une intention qui est: «Nous vous proposons d'entrer en vigilance avec votre territoire». On a envie qu'en étant dans la villa, on soit aussi centré sur le territoire autour et donc de faire une expérience dans la villa qui connecte au territoire. Et donc en fait, en creusant, l'idée est devenue, de faire une pièce panoramique dans la villa qui nous connecterait et donnerait envie de jouer avec le territoire.
Voilà, donc dans cette deuxième journée, on va creuser les scénarios d'usage, les storyboards qui sont des petites, je résume souvent ça comme des petites BD qui présentent ce que va vivre l'utilisateur, le visiteur, dessus. Donc voilà, on a creusé ça, on en a discuté en équipe et puis après chacun s'est réparti les rôles pour aller alimenter le prototype. Certains pour fabriquer toute une charpente en bois, pour porter, tout ce qu'on voulait faire, d'autres pour, aller chercher des contenus, faire un petit peu d'électronique et cetera. Et ça a débouché sur un prototype assez sympa le dimanche où on a joué sur ce côté panoramique avec des expériences un peu différentes sur chaque mur de la pièce. On avait le mur avec les fenêtres, où on a mis un transparent et où on pouvait venir dessiner, compléter le paysage entre les deux. On a projeté, voilà, et les visiteurs pouvaient dessiner dessus. On a un mur avec le mur en damier, où en fait il manquait une case sur deux et on avait une impression géante du paysage. Donc là aussi, les visiteurs pouvaient dessiner, compléter. Un autre mur avec des bulles et des choses à écouter, des bulles, des petits post-it bulles pour réagir dessus. Et voilà. Et puis aussi pas mal de choses sur l'expérience, un petit fauteuil qui tourne qu'on a réussi à mettre au milieu de la pièce. Il y avait aussi alors on le voit pas là, je crois pas, mais il y avait un trou dans le mur avec de la place derrière. On a caché une enceinte en diffusant un son qui rappelait la le bruit de l'air et cetera, ce qu'on ressentait sur le toit de la villa. Et d'ailleurs, pour rappeler aussi ce côté expérience interdite et toit de la villa, on a mis des petites rebalises qui interdisaient d'entrer avec un petit panneau défense d'entrée, tout en étant finalement à l'entrée et en invitant les gens à passer en dessous, mais vraiment pour donner aussi cette impression d'interdit. Et donc là, le dimanche à 16 h, on a une équipe qui est hyper fière de présenter ce qu'ils ont fait à un public qui est venu assez nombreux. Et voilà, donc on a vraiment exploré ce que ça serait. L'idée, c'est aussi de dire que ça ne s'arrête pas forcément là. C'est aussi de se dire, en fait, tout l'intérêt de la démarche, c'est aussi de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et là, par exemple, on s'est vu que toute la partie vraiment dessiner, interagir avec l'expo, bah, vraiment, ça s'est bien fait. On a eu plein de dessins, on a eu plein de choses en plus. Voilà, on a eu un habitant qui nous a dit, bah, le son, c'est exactement comme ce qu'on entend sur le toit de la villa. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'était plutôt un bruit de fond marin parce qu'on a récupéré sur Internet et qui allait bien. Mais voilà, en tout cas, on a eu toute cette interaction et voilà, donc on a ce prototype et ce constat de quelque chose qui marche et qu'on a envie voilà, d'explorer. Pour vous donner peut-être un autre exemple, on a été au musée de Vire en Normandie. Et mon équipe, elle a travaillé sur le sujet de la reconstruction de Vire. Vire, c'est une ville qui a été énormément bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et où les questions de la reconstruction se sont posées. Et ben, en fait, le prototype, on a proposé plutôt une expérience d'atelier en 2 étapes, avec en première partie, du coup, une reconstruction un peu ludique, mais avec des contraintes où chacun joue un rôle et on essaie de replacer les bâtiments comme il faut, qui vient un peu rematérialiser toutes ces exigences de la reconstruction telles que dans l'urgence, et cetera, qu'on avait ressenties dans toute une partie des contenus. Et après, en fait, on a un poète local qui arrive, qui dit: «Mais c'est un peu sérieux tout ça, et cetera, qu'est-ce qu'on peut faire?» qui arrive avec un plateau avec des tranches d'andouille, puisque c'est une des spécialités locales et avec des contraintes créatives dessus. On amène tout un bac de matériel et ensuite on va dans une espèce de vire utopique où les gens construisent et racontent ce qu'ils auraient aimé. L'idée de ce prototype-là, si je vous fais rapidement la réflexion des 3 jours, c'était aussi de montrer tout ce qu'on avait pu explorer sur la tension entre le reconstruire vite dans l'urgence et comme c'était, et le fait de finalement profiter d'un moment de reconstruction pour faire tout différemment. Voilà, l'intérêt des protos, c'est pas seulement la forme finale, mais aussi toute la réflexion et ce qui s'est passé derrière. Si je vous montre quelques images, alors j'essaye, c'est le moment, technique de la vidéo. Alors, hop, Tout en apprenant, c'est vraiment une bonne initiative. Merci à donc là, Muséomix en fait, d'avoir, hop, je me remets au début. On est sur un muséonix à Issy-les-Moulineaux, qui a eu lieu, du coup en 2019, que j'ai co-organisé avec toute une équipe, au Musée français de la carte à jouer, dans lequel on a investi les espaces. On est allé, vraiment, pour le coup, s'installer dedans pendant 3 jours. On a constitué des équipes avec des cartes. Ils ont eux-mêmes choisi leur thématique, avec, une petite méthodo. Voilà, la triche, par exemple. Et ils sont venus construire vraiment dans l'espace des propositions à y mettre.
Voilà, avec, une expérience plutôt sympathique, des protos, on va le on des facilitateurs dans chaque groupe pour aider, les discussions à se faire. Un espace du coup au 4e étage du musée, un Fab Lab avec, du coup pas mal de matériel, créatif pour, du bois, de l'électronique, de la fabrication, de la découpe laser qu'on va normalement voir juste après. Voilà, pas mal d'éléments, ça on voit que ça s'affaire pas mal, ça c'est souvent les 2e et 3e jours. L'idée aussi, c'est qu'on aide les participants, à fabriquer, et on les fait faire. Voilà, c'est assez important. Et voilà, un petit atelier d'électronique, je vous disais, un petit espace, voilà, des imprimantes 3D, une découpeuse laser qui sert quand même à faire beaucoup de choses, plus ou moins sérieuses, mais sérieuses parfois, pendant Muséomix, parce qu'on peut assembler des structures, on peut faire des choses assez rapidement. Et ensuite, effectivement, on arrive au dimanche avec des visites officielles, des visites des publics, où on va pouvoir effectivement voir de nouveaux prototypes, de nouvelles expériences de médiation, avoir les participants qui nous racontent aussi ce qu'ils ont vécu. Et puis voilà, tester des nouveaux dispositifs ensemble. Voilà un petit peu, juste pour vous donner quelques images de tout ça. Et donc, je reviens à mon format. La question, c'est une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on apprend de démarches comme Muséomix sur le co-design, sur tout ce qu'on peut faire entre facilitation et design? Voilà, moi, j'en ai fait 6 avec des contextes très variés, des choses dans des musées de sciences, dans des musées culturels, dans un jardin panoramique en altitude au fin fond de la Suisse, avec souvent des postures, soit sur la facilitation, soit sur la cordeau de la facilitation. Déjà, ce qui est très guidant, c'est la méthode. En fait, on a beau, se dire: «On ne sait pas où on sera dans 3 jours», on propose une série de petits jalons, qui vont de la constitution de l'équipe, focaliser sur une intention, une expérience, avoir un scénario d'usage, prototyper quelque chose pour le crash test et l'expérience utilisateur finale le dimanche. En fait, on a plein de petits points d'ancrage où on vient formaliser, avec les groupes. Par exemple, le premier soir, on est plus sur une première intention, pour sécuriser un point d'avancée. Donc même si on est dans l'incertitude, on a pas mal de choses, qui permettent ensuite, d'avancer. Sur les outils, on va utiliser pas mal d'outils classiques de facilitation d'intelligence collective, mais les classiques, c'est la divergence, l'émergence, la convergence. Donc avec les classiques du brainstorming, des méthodes pour creuser des idées ou des méthodes de tri, les gommettes, les matrices, des choses comme ça. On peut faire plein de choses et des storyboards, entre autres, par exemple, pour vraiment décrire l'expérience utilisateur qu'on veut faire vivre pour le dimanche. Voilà, donc on vient en fait, les facilitateurs, l'équipe, on vient avec une petite boîte à outils en termes d'intelligence collective pour les aider à faire ce process-là. Sur la méthode Muséomix, effectivement, je trouve qu'elle repose sur 2 gros piliers quand même. Toute la partie facilitation, design, on a un facilitateur dans les groupes, on amène des outils, on va avoir des gens pour challenger aussi qui sont connaisseurs de cette démarche-là dans l'organisation et même tout le dispositif est au service de ça. Et le Fab Lab avec des gens compétents dedans pour aiguiller les participants qui vont être là aussi pour, dire: «OK, tu voudrais faire ça, peut-être qu'on ne peut pas faire comme ça, mais je peux t'aider», et qui vont être aussi dans une posture très facilitante, dans le sens où ils vont aider les gens à faire eux-mêmes et pas forcément faire à leur place, ce qui est plutôt bien aussi. Voilà, donc je pense que sans le Fab Lab, on n'arriverait pas non plus du tout au résultat, prototypal, qu'on a, le dimanche. La machine Muséomix, je vais y aller rapidement, mais l'idée, c'est de se dire, il se passe plein de choses autour, entre autres pour voir des petites vidéos. Comme vous avez vu, il y a tout un peu le com qui tourne des choses pendant l'événement, qui va créer des petites vidéos qu'on va diffuser tous les soirs pendant les plénières, à la fois dans notre communauté, mais on va les envoyer aux autres communautés qui sont en train de faire Muséomix en même temps. Voilà, on a des gens qui sont là côté musée, médiation, pour donner du contenu, aider à accéder aux réserves, aux choses qui pourraient servir, ou aux documents, sur la médiation, sur la façon d'interpeller les publics et tout le pôle tech, effectivement, avec des expertises, avec du matériel qu'on peut emprunter, avec des outils pour fabriquer. Voilà, c'est une grosse machine et tout ça, vous ajoutez en plus une équipe d'orga pour assurer aussi la cordeau, la logistique, qu'on mange le midi, qu'on ait de quoi faire au goûter. Voilà, il se passe vraiment plein de choses autour des participants dans un Muséomix. C'est pour ça que c'est un format qui est quand même à la fois assez sympa et à la fois assez costaud à organiser.
Un rôle essentiel aussi, je trouve, c'est la médiation par le prototype. En fait, comme on va, assez vite sur des schémas, des protos, des on essaie de pousser cet esprit maker. En fait, on va éviter l'opposition directe des gens sur les idées et on va plutôt les inviter à construire une médiation, à prototyper et à y aller. Donc ça aussi, c'est dans la philosophie de Musémique, c'est, on fait, on avance et on teste. Ensuite, bah, on a parlé des prototypes. Alors les prototypes, juste avant de vous dire que c'est pas juste les prototypes, j'ai envie de vous dire que certains prototypes, vont être conservés quasiment tels quels dans les musées. Certains vont être retravaillés pour être pérennisés, voilà, pour, juste s'adapter aux contraintes de l'expo et d'autres vont aussi pousser toute une réflexion, pour les musées qui vont voir de nouvelles pistes, de nouvelles choses et ça va peut-être aboutir à autre chose. Ça peut être une expo, ça peut être une installation, mais voilà, toute cette matière qui est creusée déjà, des protos, elle sert à quelque chose. Mais moi, ce que j'aime le plus dans Muséomix, au-delà des protos, c'est qu'on va découvrir toute une nouvelle méthodologie de travail en mode transverse, pluridisciplinaire, avec la facilitation, avec un cadre, un temps limité, mais quand même du fun. Et on va faire se rencontrer plein de monde, de gens, et cetera. Donc voilà, donc moi j'aime bien, vraiment, faire aux gens, cette expérience du travail collaboratif en temps court, dans Muséomix. Et donc effectivement, ce que j'aime bien dire aussi sur ces démarches de co-design, parfois c'est plus long, parfois ça met plus de temps de designer ensemble, mais en fait, quand on fait du co-design, on fait à la fois du design et en même temps, on est en train de préparer les briques de l'appropriation et de l'engagement par les publics, parce qu'on se crée des premiers ambassadeurs qui sont proches des publics cibles, parce qu'on pousse tout ça, et parce que voilà, on construit vraiment de l'engagement avec des protos et des choses ensemble. Et donc, si j'avais envie de conclure, moi, une petite définition du co-design que je donne, c'est une démarche intentionnelle, où on a vraiment mis les moyens pour faire ensemble, avec les bonnes personnes, la bonne diversité de profils. On essaye d'avoir soit les différents métiers autour de la table, soit carrément des publics cibles aussi, si vous pouvez aller jusque-là, ou au moins des représentants des gens qui connaissent bien les publics cibles. Mais voilà, plus on a la bonne diversité, mieux c'est. Des méthodes d'intelligence collective, je pense qu'on ne se passe pas d'outils de facilitation, etc. Et d'ailleurs, le proto peut en faire partie aussi, en tout cas de passer par des moments de dessin, de schéma, si on ne va pas jusqu'à des protos Fab Lab, au moins avoir ces moments-là. Une marge de manœuvre claire, hyper important aussi, quand on va co-designer de façon générale, savoir qu'est-ce qui est ouvert au design collaboratif et quelles sont les contraintes non négociables, c'est important. Et voilà, ça va être souvent appliqué pour co-concevoir des produits, des services. Mais je pense que la liste des choses possibles est assez large. Pour moi, le co-design, c'est pas juste se mettre autour d'une table et discuter. C'est pas de la fascipulation non plus. Fascipulation, c'est-à-dire, c'est pas on fait semblant de faire de la facilitation, mais en fait, on a déjà décidé le résultat à l'avance et ça relève plus de la manipulation. C'est pas juste une démarche consultative non plus. Voilà, on n'est pas juste en train de prendre l'avis, on a quand même envie de concevoir vraiment ensemble. Et c'est pas la réponse à tout. Avec tout ce que je viens de vous dire avant, vous dites sans doute, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend des moyens. Eh ben, c'est vrai, et ça a des bonnes raisons d'exister, pour tout le cadre que je vous ai mis avant. Mais il y a aussi plein de sujets où on n'a pas besoin, de s'embarquer dans une démarche de co-design parce que le contexte le permet pas, parce que les moyens le permettent pas ou que le problème ou l'enjeu qu'on veut, attaquer, est pas assez gros et assez conséquent. Et donc voilà, pour conclure, j'avais envie de dire que moi, je pense qu'il y a un vrai pont à faire entre les démarches de facilitation et de l'autre côté, les démarches du design, que la jonction s'opère probablement au niveau du co-design et j'ai aussi envie de dire, tout en gardant nos champs d'expertise spécifiques. Sur des gros projets, on aura toujours besoin des compétences d'un designer, pour faire toute une partie, heu, du design approfondi de l'expérience, par exemple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans des co-design, on intègre parfois des designers dans l'équipe. Et de l'autre côté, et ben, on aura aussi toujours besoin de gens qui font de la facilitation, purement puisque, par exemple, pour toute la partie globale de l'événement, articuler tout le déroulé, ça relève plus des compétences de facilitation et voilà. Et il y a plein de contextes aussi, où on a vraiment besoin de quelqu'un dont c'est le métier et l'expertise. Voilà un petit peu. On arrive sur la partie questions-échanges. Alors là, effectivement, on ne pourra pas
Je pourrais pas les prendre immédiatement mais là, dès le moment où vous êtes en train, de regarder cette vidéo, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, des échanges ou juste envie de me partager un point de votre pratique ou, de me dire, s'il y a des choses que vous auriez envie qu'on développe dans des contenus, futurs et ben, vous me faites, signe, soit en commentaire de la vidéo, soit sur LinkedIn, peu importe, avec plaisir pour échanger sur ces sujets. C'est quelque chose que j'aime faire assez régulièrement. Voilà, bah, merci pour l'écoute et puis, hâte de parler co-design avec vous.